Je vous écoute. Alors aujourd'hui, en fait depuis 2004, il y a eu un changement de la part des fondeurs, donc les fabricants de processeurs. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient atteint des limites physiques sur les performances de leurs produits. On était habitué depuis plusieurs années à constater que grâce à l'augmentation des hertz, nos programmes gagnaient en performance. Souvent dans une DSI, quand un programme n'était pas forcément très bien optimisé, on savait que la prochaine génération d'ordinateurs viendrait corriger, de par l'augmentation en hertz, les performances de son programme. Eh bien, dès 2004, les fondeurs ont décidé de prendre une autre stratégie, puisque c'était plus possible. Par exemple, Intel avait fait la projection de son architecture NetBurst qui correspond au Pentium 4. Il avait projeté jusqu'en 2015. Ça donnait 6000 degrés, c'est-à-dire la chaleur à la surface du Soleil. Donc on comprend que, compte tenu de ces prospectives, ils ont préféré prendre une nouvelle stratégie. Or, cette stratégie, elle s'explique tout simplement, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, on va multiplier les cœurs dans les machines. Pour obtenir de la puissance, il suffira de les exploiter. Alors, vu du constructeur, c'est effectivement une bonne nouvelle, ils ont trouvé une solution. Vu des autres acteurs informatiques, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que moi, personnellement, je ne souhaitais pas m'intéresser au parallélisme, j'aurais préféré rester mes programmes tels quels. Manque de chance, le paradigme a changé et finalement, j'ai tendance à dire que ce changement est très structurant vis-à-vis de l'écosystème informatique. Parce que depuis des années, malgré tout, on a appris à raisonner séquentiellement quand on faisait de l'informatique. Et la solution pour retrouver finalement des performances améliorées quand on achète une nouvelle machine, alors ce qu'un certain Herb Sutter, architecte chez Microsoft, avait dénoncé dès 2005 en citant The Free Lunch is over, en gros le repas gratuit est terminé. Ça signifie que vous achetiez des nouveaux matériels et quasiment pour rien, hormis l'achat de la machine, votre programme allait plus vite. Et ça, ce n'est plus possible. Donc, d'où l'intérêt des constructeurs de systèmes d'exploitation de revoir leur copie. C'était le cas de Microsoft cette année avec Windows 7 en version 64 bits. C'est géré 256 cœurs, ce qui est quand même pas mal. On ne trouve pas encore des machines grand public à 256 cœurs, mais ça viendra. Et au niveau de Windows Server R2, puisque c'est le même noyau, on a les mêmes caractéristiques. Ceci dit, par rapport à l'ensemble des codes sources développés sur la planète depuis des années, on comprend le challenge. Tous les frameworks qui sont mis à disposition pour faire du multithreading, c'est du multithreading, on va dire, un peu rugueux. C'est-à-dire que, à la fois, les API offerts pour mettre en œuvre du multithreading, c'est un peu compliqué, pour une raison simple, c'est que la notion de thread a été inventée pour aller plus vite que lancer des process. Alors, il faut monter quelques années en arrière. Auparavant, sur des plateformes multiprocess, on gérait par exemple un serveur web en lançant un process entier qui correspondait à la page demandée, CGI. Très rapidement, on est passé à des threads qui étaient moins coûteux. Mais les gens qui ont inventé ces API n'avaient pas forcément l'intention d'offrir des API simples pour tous les développeurs généralistes qui existent dans la planète. Donc c'était principalement des gens à profil plutôt de développement système qui savaient manipuler ces threads. Et même eux, parfois, faisaient des erreurs parce que, quelque part, l'API était un peu rugueuse. Un autre point, c'est que à cette époque-là, on avait finalement assez peu de processeurs. Sur les serveurs, on en avait, sur les machines de bureau, pas tellement. Donc on faisait du multithreading pour offrir plus de possibilités à l'IHM de se rafraîchir, par exemple, rapidement. Ça restait quand même un background thread, par exemple, en .NET, c'est juste pour que la GUI s'affiche bien. Mais on n'est pas dans du parallélisme qui est orienté à améliorer les performances du programme, simplement la disponibilité. Bon, la sensation de l'utilisateur est très importante, naturellement il a l'impression que le programme va bien parce que l'IHM reste disponible, mais ce n'était pas la problématique d'avoir chaque année de plus en plus de cœurs dans les machines. Alors là, bien évidemment, on rentre dans une affaire très très compliquée. Alors, Microsoft, ça fait depuis 2006 qu'ils réfléchissent à quoi faire pour répondre à cette nouvelle donne. Et c'est enfin avec Visual Studio 10 qui sort en avril prochain
qu'on aura une offre parallèle adaptée pour les développeurs .NET et pour les développeurs C++. Les deux utilisent d'ailleurs le même outillage, c'est-à-dire que le débugger est étendu et que ce soit une application .NET ou une application C++, c'est les mêmes fenêtres, c'est les mêmes outils. Donc ça permet aussi d'améliorer la courbe de connaissances des gens qui auront l'occasion de faire les deux, ne vont pas apprendre un autre outillage. Alors, par rapport à ce qu'on faisait avant on lançait des threads, c'était très coûteux. Si par exemple je dois lancer 250 threads sur une machine, je vais sans doute avoir des problèmes de ressources mémoire, donc c'était plus possible d'utiliser les threads directement. C'est pour ça qu'est né le modèle orienté tâches. Donc dans toutes les nouvelles offres, on n'utilise plus jamais des threads, mais des tâches. Les tâches sont en fait des entités de travail qui, à un moment donné, vont être animées par quelques threads. Donc sur une machine où il y aurait 8 cœurs, on aurait 8 threads physiques qu'on ne verrait pas, et ces 8 threads vont piocher dans les tâches à exécuter de manière à les équilibrer au mieux par rapport aux charges qu'elles comportent. Donc on est vraiment dans une vision différente, et si les tâches ont été inventées, c'est justement pour pouvoir adhérer à beaucoup de cœurs, ce qui risque de nous arriver très rapidement. Aujourd'hui, il y a quelques portables 4 cœurs, les machines desktop ont déjà parfois 8 cœurs ou 6 cœurs. Je pense que dans quelques années, les desktops auront peut-être 32 cœurs, et sans être des machines très chères. Donc dans les organisations informatiques, les gens auront au catalogue que des machines multicœurs, ils ne pourront pas exiger de monocœur. Il va bien falloir que les équipes apprennent à programmer parallèle pour finalement tirer parti de la puissance qui sera réclamée. Souvent j'ai des questions, on me dit mais à quoi bon faire du parallélisme quand je fais du Word ou de l'Excel? C'est vrai que c'est une bonne question. Si on raisonne un peu sur une photo telle qu'on travaille aujourd'hui, c'est inutile. Mais le monde est ainsi, il évolue, et l'homme a horreur du vide, et la physique aussi. À partir du moment qu'il y a de nouvelles possibilités, on s'y dirige. Donc on va vers des IHM plus consommatrices, on ira travailler en mode hybride sur les GPU et sur les CPU. Pour l'instant on a des API un peu distincts, mais sous 10 ans on pourra simplement avec une intention dans le langage de programmation sans doute travailler avec les deux. Donc l'avenir est clairement tourné vers le parallélisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de crise. Il est évident que les DSI ne se sont pas encore intéressés au problème, mais ça viendra, c'est sûr. D'accord.